Résultat du premier tour, toujours en compagnie de Mickaël Darmon et Christophe Barbier, nos deux éditorialistes politiques. Et notre invité nous a rejoint en studio, Benjamin Haddad, candidat dans la 14e circonscription de Paris. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous recevoir en studio ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on en a parlé ce matin. On a reçu beaucoup d'invités, notamment Astrid Panosyan-Bouvet qui était avec nous tout à l'heure à 7h45 de la majorité présidentielle également. Alors, Benjamin, vous êtes arrivé en tête avec 39,27% des voix devant Francis Spinner qui obtient 33,28% des suffrages, suivi de la candidate NUPES Julie Maury 11,45% et de Sébastien Pilard 10,36%, candidat Reconquête ex Les Républicains. Maintenant, une semaine pour battre le terrain, vous convaincre et gagner, c'est ce que vous avez indiqué sur Twitter. Tout commence maintenant. Ah non, tout a commencé déjà depuis un moment, puisqu'on est déjà très mobilisé sur le terrain dans cette campagne. C'est vrai que je suis très honoré du score et des 39% d'électeurs qui m'ont placé en tête au premier tour. Maintenant, on a une semaine effectivement pour continuer de convaincre. Je crois que ce siège, cette circonscription, est cruciale. Puisqu'elle va permettre, parmi d'autres, de donner une majorité au président de la République. Et là, on voit l'enjeu de cette élection. Si on ne veut pas avoir le désordre dans les 5 prochaines années, si on ne veut pas avoir un pays ingouvernable et l'extrême gauche donner le ton pour les 5 prochaines années, il faut faire le plein de voix, le plein de sièges, nous donner les moyens d'agir. Cette circonscription fait partie de celles que l'on peut gagner. Donc je crois que c'est absolument fondamental et c'est le message que l'on va adresser aux électeurs dans la prochaine semaine. Votre appel dans cette circonscription, comme dans la plupart des circonscriptions du pays, c'est un appel au vote utile adressé aux électeurs de droite modérée qui peuvent avoir peur du programme de la NUPES ? Oui, c'est un appel pour donner une majorité. C'est un appel pour avoir un député utile qui siégera dans la majorité, donc qui pourra être efficace, qui pourra travailler, qui pourra relayer les préoccupations des électeurs. Et puis, c'est un appel pour avoir un député qui se rapproche des valeurs de celles de nos électeurs, la valeur travail, la liberté, l'Europe, la défense des familles, des écoles. Voilà les projets que je porte depuis le début de cette campagne et que je vais continuer à porter dans les 5 prochaines années. L'appel hier a été clair en fin de soirée au sein de la majorité présidentielle. Pas une voix pour le RN, donc dans des duels RN-NUPES, c'est plutôt un soutien à la NUPES. Et pourtant, le risque, c'est qu'il y ait une majorité NUPES. Quelques députés RN de plus, ça ne serait pas une menace pour la majorité présidentielle. Moi, je suis un libéral. J'ai toujours combattu tous les extrêmes. Donc je combats l'extrême gauche et l'extrême droite. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Au nom des mêmes valeurs. Donc pas une voix pour le RN. Je suis fondamentalement opposé aussi à NUPES avec son projet anti-européen, avec son projet pro-russe, avec son projet qui nie nos valeurs républicaines, en particulier la laïcité, qui insulte notre police et nos institutions. Donc pas une voix pour les extrêmes. 59 duels RN-NUPES, donc 59 abstentions. Dans mon cas, effectivement, alors peut-être que vous pouvez avoir des candidats NUPES qui viennent du PS, de gauche modérée, du PS, mais le programme aujourd'hui qui est proposé par par Jean-Luc Mélenchon, c'est un programme de désordre. Est-ce que vous croyez qu'il y aura une majorité absolue lundi prochain, ou est-ce qu'en cas de majorité relative, il faudra alors aller vers vos adversaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire LR ? Mais moi, je ne spécule pas sur le résultat. Je crois que la meilleure façon, c'est de travailler, c'est de se mobiliser, c'est d'aller convaincre. Le pays a besoin. Conditions politiques. Le pays a besoin, bien sûr, mais le pays a besoin d'une majorité absolue. On a une guerre en Europe, on a une situation économique mondiale qui est difficile. Ne rajoutons pas du désordre en France. Est-ce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, au fond, Emmanuel Macron est obligé d'abandonner ce en même temps et d'assumer d'être de centre droit ? Est-ce que ça n'est pas, au fond, comme l'avait dit Christian Estrosi, le meilleur représentant de la droite ? Et le seul. Bon, moi, je me sentirais à l'aise avec cette ligne, mais au-delà de ça, le plus important, c'est d'avoir un projet pour gouverner. On a un projet de réforme, on doit faire la réforme des retraites, on a un projet européen, on doit continuer à réformer notre économie pour aller vers le plein emploi. C'est ce qu'on a commencé à faire. Non, c'est ce qu'on a commencé à faire déjà. C'est flou, l'économie, on ne sait pas. Non, quel est le projet ? Il n'y a pas eu de projet. La retraite, on a déjà annoncé qu'on la ferait à l'automne pour qu'elle soit mise en exécution dès l'été 2023. On sait qu'on va devoir réformer nos retraites pour pérenniser notre système par répartition de solidarité. Je crois qu'il fait la force de notre pays avec une démographie vieillissante. Après, dans les modalités, évidemment, il ne faut pas brutaliser. On peut le faire dans la concertation, dans le dialogue avec tous les acteurs concernés pour prendre en considération les carrières longues, la pénibilité. Mais il faudra la faire.
Quel rôle doit jouer le président de la République dans cet entre-deux tours? On l'annonce beaucoup à l'étranger, voyage en Roumanie, en Moldavie, peut-être à Kiev. Est-ce qu'il ne doit pas se replier sur le territoire national et faire campagne? Il doit faire campagne, comme il l'a fait avant le premier tour. On a vu un certain nombre d'interviews où il a commencé à décliner, je dirais, les priorités du quinquennat. Mais il doit faire aussi son travail de président de la République. Il est attendu aussi, par exemple, sur ses déplacements. Il a toujours la présidence de l'Union européenne. Il incarne la voix de la France. Et de toute façon, il est évidemment le meilleur atout pour la majorité. C'était pas un peu trop tard l'entrée en campagne du président de la République? Non, parce que je crois que il n'a pas tort de dire qu'on avait besoin d'un moment d'apaisement après l'élection présidentielle. C'était pas un moment de respiration. Je m'arrête et je me repose. Non, mais beaucoup disent autour de vous, la campagne n'a pas été préparée, n'a pas été réfléchie, on n'a rien eu, on ne comprend pas. Non, je crois qu'encore une fois, je pense qu'après des années de tensions et de crise dans le pays, après une campagne présidentielle qui a été peut-être pas exactement le moment de débat que certains espéraient, notamment à cause de la crise ukrainienne qui est venue s'inviter dans le débat, avoir un peu de respiration pour après se lancer dans le débat législatif n'était pas absurde. Alors justement, vous êtes un spécialiste aussi des questions internationales. Il doit aller à Kiev. Il n'a pas un peu trop tardé, le président de la République, pour y aller? Rappelons qu'il est à Kiev avant tout le monde. Il y allait avant le conflit. Il est allé à Moscou. Non, mais il y allait, bien sûr. Mais il est allé à Moscou et à Kiev pour essayer d'empêcher le conflit et pour promouvoir la voie diplomatique. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment peut-il être utile. Moi, je crois qu'il faut qu'il y aille, mais il faut qu'il y aille dans des bonnes conditions pour effectivement avoir une valeur ajoutée. Alors peut-être y aller avec des partenaires européens comme Olaf Scholz et Mario Draghi pour proposer une perspective européenne à l'Ukraine, pour proposer une hausse de l'aide militaire et économique. Mais le plus important dans cette affaire, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de soutenir l'Ukraine pour qu'elle se défende face à l'agression russe, avec les livraisons d'armes, avec les sanctions économiques contre la Russie. Et là, la France joue tout son rôle. Et pourtant, il y a des mots nouveaux en Ukraine. Macroné, ça veut dire parler pour rien. La macronite, c'est téléphoner pour rien. C'est pas un peu moi, ce que je constate, étonnant quand même, c'est que le président Zelensky est très content, et le dit régulièrement, d'avoir comme partenaire Emmanuel Macron qui peut servir de canal diplomatique avec la Russie. Moi, j'ai rencontré Zelensky en janvier à Kiev. Déjà à l'époque, il nous parlait de sa volonté de pouvoir s'asseoir avec Poutine. Poutine l'a toujours refuse la voie diplomatique. Et Zelensky a besoin de partenaires. Emmanuel Macron le fait, d'autres, les Turcs, les Israéliens, pour faire passer des messages à Vladimir Poutine. Christophe Barbier. Je reviens sur les législatives. Il y aura 272 duels majorité présidentielle NUPES. Dans ces circonscriptions, c'est l'électorat de droite classique qui n'a plus de candidat qui va faire la différence. Pour séduire cet électorat, il faut adresser des messages clairs, par exemple, sur le désendettement de la France, sur la tenue des comptes publics. Est-ce que ce n'est pas Édouard Philippe qui peut sauver la majorité présidentielle ? Mais, il parle à cette France de droite. Bien sûr, mais Édouard Philippe, moi je l'ai vu la semaine dernière, il a fait une vidéo de soutien à ma candidature. Il est très populaire, il est très apprécié au sein de la majorité. Je crois qu'il a son rôle à jouer. Il y a d'autres personnalités qui sont venues moi dans ma circonscription, comme Gérald Darmanin, comme Bruno Le Maire, qui effectivement incarnent cette ligne et qui ont un rôle à jouer dans cette campagne. Mais on les a déjà vus, je pense, très actifs sur le terrain ces dernières semaines. Au niveau européen, au moment de la présidentielle, plusieurs pays s'étaient inquiétés, avaient dit attention, les Français ne partez pas dans l'aventurisme des extrêmes. Vous attendez la même mobilisation, sachant que la NUPES porte avec LFI un projet de déconstruction européenne? Oui, j'attends la même mobilisation. Je crois que le monde entier, et l'Europe évidemment, nos partenaires regardent avec attention ce que fait la France. Ça déterminera notre avenir sur la transition environnementale. Nous avons besoin d'une France forte en Europe, sur le soutien à l'Ukraine, sur l'avenir de la zone euro. Autant de sujets qui sont déterminants pour notre pays et pour notre continent. La désobéissance européenne est une folie. Non seulement elle isolerait la France en Europe, mais en réalité, elle isolerait l'Europe du reste du monde. Elle paralyserait l'Union européenne à un moment où nous avons tant de défis, à commencer vraiment par celui de la transition environnementale. Il n'y en a pas sans Union européenne qui puisse financer les énergies renouvelables, qui puisse peser et imposer ces normes environnementales aux États-Unis et à la Chine. Mais si la NUPES hier fait un très très bon score, et le RN aussi, très bon score, sans alliance, c'est parce que le pouvoir d'achat domine tout. Il y a une France qui ne s'en sort plus et qui fait un vote radical qui est un appel au secours. Oui, c'est vrai. Mais cette préoccupation du pouvoir d'achat, on l'a entendu. On a déjà pris des mesures. 18 centimes qui ont été dévorés par l'inflation du carburant. Le bouclier tarifaire qui avait été imposé. C'est pour ça qu'on a une inflation certes élevée, mais moins forte que nos partenaires européens. C'est pour ça qu'il faut continuer de réformer notre pays pour aller vers le plein emploi. C'est à mon avis la meilleure solution contre le pouvoir d'achat. Et le président de la République et la première ministre l'ont dit.
la protection du pouvoir d'achat sera la première priorité après les législatives. Dans ce projet du Conseil national de la refondation, volonté transpartisane pour reconstruire le modèle tel que l'explique le président, est-ce que le RN doit y participer ? C'est une question intéressante. Moi, je ne pense pas que justement que dans ce Conseil national de refondation, il faille raisonner en termes de partis politiques. Je crois que l'objectif, c'est justement d'aller au-delà des institutions traditionnelles. On associe les partis, mais il faut les associations, les citoyens. Il faut ouvrir le plus possible. Mais si on se réfère justement à l'exemple du général de Gaulle, il avait intégré les communistes. Est-ce que Emmanuel Macron peut intégrer et doit intégrer le RN ? Il faut voir à quelles conditions. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on ait un dialogue avec toutes les forces politiques. Mais le plus important, je crois, c'est justement de ne pas se laisser enfermer simplement dans un jeu de parti, mais de faire respirer le pays en y intégrant toutes les Vous y croyez à énergies. ce machin ? Mais moi, je crois, je vais vous dire, moi, je ne crois pas qu'on réglera les problèmes de représentativité démocratique et de fracture dans notre pays simplement avec une réflexion sur les modes de scrutin. Je pense que ce n'est pas la panacée, je pense que c'est une vision trop étroite et qu'effectivement, il faut réfléchir en profondeur à la façon dont on réforme, à la façon dont on gouverne. Ça passera par une forme de décentralisation, ça passera par l'association de nouveaux acteurs. Moi, je le vois tous les jours. Si vous prenez l'engagement des jeunes, beaucoup de jeunes ne s'engagent plus en politique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conviction. Au contraire, ils s'engagent par la voie associative, ils s'engagent d'autres façons. Donc, comment est-ce qu'on peut les intégrer à la vie de la cité ? Je crois que ça, c'est un challenge et un défi mais passionnant et fondamental des prochaines années. Il y a 5 ans par le candidat Emmanuel Macron en 2017. Mais le travail... Pourquoi encore aujourd'hui faut-il les poser ? Mais parce que le travail n'est pas terminé. Mais c'est pour ça qu'il s'est représenté, c'est pour ça. Mais bien sûr qu'il a commencé. Et puis après, on a eu aussi un quinquennat qui a été marqué par des crises. Mais on a des résultats importants à faire valoir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été réélu. Mais il nous reste 5 ans. Et je vais vous dire, à mon avis, après 5 ans, ce sera probablement pas terminé. On aura encore beaucoup de défis à relever pour notre pays. Des anciens ministres battus dès le premier tour, 3 ministres du gouvernement et pas des moindres, Clément Beaune, Amélie de Montchalin, Stanislas Guérini, en difficulté. Il y a quand même une sanction contre ce projet présidentiel totalement inachevé. Les résultats n'ont pas payé. Mais un second mandat, c'est toujours difficile. Vous savez, c'est un peu inédit pour nous. 88. Mais oui, c'est un peu inédit pour nous. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu un président qui fait un second mandat, qui est réélu avec une majorité sortante. Il faut rappeler que même Jacques Chirac et François Mitterrand avaient été réélus en période de cohabitation. Donc évidemment que c'est difficile. Il va falloir mobiliser. C'est pour ça qu'on fait campagne. On a des défis fondamentaux pour le pays dans les 5 prochaines années. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé. Et j'espère, d'ailleurs, je souhaite vraiment bonne chance aux 3 personnes que vous avez citées, qui sont des personnalités de grande valeur, des Européens, des gens qui jouent un rôle important dans le gouvernement. Et j'en suis sûr qu'ils l'emporteront dimanche. Merci beaucoup, Benjamin Haddad, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à Christophe Barbier et Mickaël Darmon d'avoir été avec moi ce matin. Depuis tôt ce matin, 6h, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition spéciale sur cette bataille des législatives.